La couronne rouge. Historia Morbi. Mikhaïl Bulgakov. Plus que tout, je hais le soleil, le bruit des voix et ce crépitement rapide. Je crains les gens à tel point que le soir, lorsque j'entends dans le couloir un bruit de pas et de conversation, je me mets à pousser des cris. C'est pourquoi j'ai une chambre spéciale, la chambre numéro 27, une chambre calme, la meilleure, au bout du couloir. Personne ne peut y venir, et pour bien m'assurer que j'y suis vraiment en sécurité, j'ai demandé avec insistance, en pleurant, qu'Ivan Vassilievitch me délivre un certificat tapé à la machine. Il a accédé à ma requête et a rédigé un document me plaçant sous sa protection et attestant que nul n'a le droit de se saisir de moi. Seulement j'avais un doute, à dire vrai, sur la valeur de sa signature. Alors, il a demandé au professeur d'y adjoindre la sienne et a apposé sur le tout un cachet bleu et rond. Cela avait ainsi une toute autre allure. Je sais des cas où les gens n'ont eu la vie sauve que par un document dûment cacheté trouvé dans leur poche. Mais il est vrai également que cet ouvrier de Berdiansk, à la joue maculée de suie, on l'avait pendu à un réverbère précisément après avoir trouvé dans sa botte un bout de papier froissé frappé d'un cachet bleu et rond. C'était un criminel, un bolchevique, et le document portait donc un cachet criminel. Il l'expédia en haut du réverbère, et ce fut à l'origine de ma maladie, car je sais fort bien que je suis malade. En effet, cela a commencé bien avant Kolia. Je suis parti pour ne pas voir pendre un homme, mais j'emportais avec moi la peur dans mes jambes tremblantes. À l'époque, bien sûr, je n'y pouvais rien, mais à présent, j'aurais dit hardiment « Monsieur le général, vous êtes un monstre, vous n'avez pas le droit de pendre les gens. » Vous pouvez donc constater que je ne suis pas un pleutre, et que je ne m'inquiète pas du cachet par peur de la mort. Oh, non, je ne la crains pas. Bien au contraire, je finirai sans doute par me brûler la cervelle, et avant peu, car Kolia me mènera au désespoir. Je me tuerai pour ne plus voir ni entendre Kolia, mais à la pensée que d'autres pourraient venir et me... Cela est odieux. Jour après jour, je reste allongé sur ma couchette, et je regarde dehors par la fenêtre. Au-dessus du vide surplombant notre jardin verdoyant, une énorme bâtisse jaune de 7 étages tourne vers moi sa façade aveugle, sans fenêtre, avec seulement juste sous le toit un immense carré de métal rouillé. Une enseigne laboratoire dentaire en lettres blanches. Au début, je la détestais. Ensuite, je m'y suis habitué. Et si on l'avait enlevée, je me serais sans doute ennuyé d'elle. Toute la journée, elle reste plantée là sous mes yeux, et je concentre sur elle mon attention, pensant à 1000 choses importantes. Puis vient le soir. La voûte du ciel s'obscurcit, les lettres blanches disparaissent. Je deviens gris, je me dissous avec mes pensées dans l'épaisseur des ténèbres. Le crépuscule est un moment grave et terrible de la journée. Tout s'éteint, tout se mêle. Le charroux se met à errer à petits pas de velours dans les couloirs, et de temps à autre, je pousse un cri. Mais je ne permets à quiconque de faire de la lumière, car si la lampe s'allumait, je resterais toute la soirée à sangloter et à me tordre les bras. Mieux vaut attendre, résigné, la minute où dans la pénombre floue s'illumine le dernier tableau, le plus important. Ma vieille mère m'avait dit « Je ne peux pas vivre ainsi plus longtemps. Je vois bien que c'est de la folie. Tu es l'aîné, et je sais que tu l'aimes. Rends-moi Kolia, rends-le-moi. Tu es l'aîné. » Je me taisais. Alors, elle mit dans ses mots tout son désir et toute sa douleur. « Trouve-le. Tu fais semblant de penser que tout cela est nécessaire. Mais je te connais. Tu es intelligent. Tu as compris que tout cela est de la folie. Ramène-le-moi pour un jour seulement, et je le laisserai repartir. » Elle mentait. Comment l'aurait-elle laissé repartir? Je me taisais. Je veux seulement embrasser ses yeux, puisque de toute façon, on le tuera. Mais c'est trop triste. Il est mon petit garçon. À qui d'autre puis-je encore m'adresser? Tu es l'aîné. Ramène-le-moi. À bout de force, je dis en détournant les yeux. Bien. Mais elle me saisit par la manche et fit en sorte que je la regarde en face. Non, jure-moi, jure-le-moi que tu le ramèneras vivant.
Comment peut-on faire un pareil serment? Mais moi, comme un insensé, je le fis. Je le jure. Ma mère n'a aucune force de caractère, pensai-je en partant. Mais à Berdiansk, je vis le réverbère penché. Monsieur le général, je ne suis pas moins coupable que vous, et je réponds entièrement, moi aussi, de l'homme maculé de suie. Mais mon frère n'y est pour rien. Il a 19 ans. Après Berdiansk, je tins fidèlement mon serment. Je retrouvai mon frère à 20 verstes de là, près d'une petite rivière. La journée était exceptionnellement claire. Dans la poussière blanche et trouble, s'élevant sur la route derrière le village, d'où s'échappait une odeur de brûlé, un détachement de cavaliers marchait au pas. C'était lui, au bout du premier rang, la visière de sa casquette tirée sur ses yeux. Je me souviens de tout. Son éperon droit avait glissé jusqu'au talon de sa botte. La lanière de la casquette descendait le long de sa joue jusqu'au menton. « Kolia! Kolia !» criai-je en courant jusqu'au fossé qui bordait la route. Il tressaillit. Dans le rang, les soldats couverts de sueur, la mine renfrognée, tournèrent la tête. « Ah, vieux !» me fit-il en réponse. Je ne sais pourquoi il ne m'appelait jamais par mon prénom, mais comme ça, vieux. Je suis son aîné de 10 ans. Il écoutait toujours attentivement mes paroles. Il continua. « Attends, attends-moi là près du petit bois. Nous arrivons tout de suite. Je ne peux laisser mon escadron. » À l'orée du bois où l'escadron avait mis pied à terre, nous fumions tous deux avec avidité. J'étais calme et ferme. Tout cela est de la folie. Notre mère avait parfaitement raison. Je lui chuchotais. « Dès que vous serez revenu du village, tu viens avec moi à la ville, et l'on part d'ici sur le champ, à jamais. »« Mais comment ça, vieux ?»« Tais-toi, dis-je. Tais-toi. Je sais. » L'escadron se remit en selle. Il s'ébranla et se dirigea au petit trou vers les fumées noires. Et cela commença à crépiter dans le lointain. Un crépitement rapide. Que pouvait-il bien arriver en 1 heure? Ils allaient revenir, et je me suis mis à attendre près de la tente surmontée d'une croix rouge. 1 heure plus tard, je le vis. Il revenait de même, au petit trot, mais il n'y avait pas d'escadron, rien que 2 cavaliers armés de lances qui chevauchaient à ses côtés, et l'un d'eux, celui de droite, se penchait sans cesse vers mon frère comme pour lui dire quelque chose à l'oreille. Plissant les yeux dans le soleil, j'observais une mascarade étrange. Il était parti coiffé d'une petite casquette grise, il revenait ceint de rouge. Et le jour, brusquement, prit fin. Un écran noir tomba sur lequel se détachait une coiffe de couleur vive. Pas de cheveux, pas de front. À sa place, il y avait une petite couronne rouge aux dentelures jaunes, s'effilochant en lambeaux. Le cavalier, mon frère, ceint d'une couronne à franges, se tenait immobile sur son cheval recouvert d'écume. N'eût été le cavalier de droite qui le soutenait avec précaution, on eût pu croire qu'il allait à la parade. Le cavalier avait fière allure sur sa selle, mais il était aveugle et muet. Là où s'illuminaient 1 heure plus tôt des yeux clairs, 2 taches rouges à présent s'étiraient. Le cavalier de gauche mit pied à terre, saisit de sa main gauche les rênes du cheval, et de la droite tira doucement Kolia par le bras. Kolia chancela. Une voix prononça alors. « Hé, notre engagé volontaire! Un éclat d'obus! Appelle le docteur !» ajouta la voix à l'adresse de l'infirmier. L'autre étouffa un cri. « Ce n'est pas le docteur, répondit-il. C'est le pope qu'il lui faut. » Et le voile noir s'épaissit, recouvrant tout, même la coiffe. Je me suis fait à tout, à notre bâtiment blanc, au crépuscule, au petit charroux qui se frotte à la porte. Mais à ces visites, je ne puis m'habituer. La première fois, c'était encore dans la chambre numéro 63, en bas. Il est sorti du mur, ceint d'une couronne rouge. Cela n'avait en soi rien d'effrayant. C'est ainsi que je le vois en rêve. Mais je le sais parfaitement. S'il porte la couronne, c'est qu'il est mort. Et voici qu'il parlait, qu'il remuait ses lèvres collées par le sang. Il les détacha l'une de l'autre, ramena ses pieds côte à côte, porta sa main à la couronne et me dit « Vieux, je ne peux pas laisser mon escadron. » Depuis lors, c'est toujours la même chose. Il vient, vêtu d'une vareuse, portant des courroies passées à l'épaule, un sabre recourbé et des éperons silencieux. Et il me dit toujours la même chose. « L'honneur. » Puis
Vieux, je ne peux laisser mon escadron. Quel choc il me fit la première fois. L'heure grave où l'on rendait compte. Une fois cependant, je me suis endormi, et dans mon rêve j'ai revu le vieux salon en meubles recouverts de peluche rouge, le fauteuil confortable et douillet avec son pied fendu, le portrait sur le mur, dans un cadre noir recouvert de poussière, les fleurs sur les pieds-douches. Sur le piano ouvert est posée une partition de Faust. Il était là, debout dans l'embrasure de la porte, et une joie folle embrasa mon cœur. Il était tel que dans le passé, avec ses jours maudits, dans sa vieille veste noire au cou taché de craie. Ses yeux vifs et malicieux riaient, une mèche de cheveux lui retombait sur le front. Il me faisait signe de la tête. « Vieux, viens voir dans ma chambre, je vais te montrer quelque chose. » Le salon s'éclairait des rayons de lumière tombant de ses yeux, et le poids du remords fondit en moi. Il n'avait jamais existé, ce jour funeste où je l'avais envoyé à la mort en lui disant « Va !» Ni le crépitement, ni l'odeur de brûlé. Il n'était jamais parti, il n'avait jamais été ce cavalier. Il jouait du piano. Les touches blanches résonnaient encore. Une gerbe d'étincelles dorées scintillait. Sa voix était vivante, et elle riait. Puis, je me suis éveillé, et tout avait disparu. La lumière et les yeux. Plus jamais je ne refis ce rêve. Mais cette nuit-là, le cavalier en tenue de combat est tout de même revenu, marchant en silence, aviver ma souffrance infernale, et il me dit ce qu'il avait décidé de me répéter éternellement. Je résolus d'en finir. Je lançai avec force. « Seras-tu donc éternellement mon bourreau? Pourquoi viens-tu me voir? Je reconnais tout. Je prends ta faute sur moi pour t'avoir envoyé à la mort. Le poids de celui qui a été pendu, je le mets aussi à mon compte. Puisque je te le dis, pardonne et laisse-moi. » Monsieur le général, il n'a dit mot, et il n'est pas parti. Ma souffrance me rendit alors cruelle, et je souhaitais de toutes mes forces qu'il vienne aussi vous voir, ne fût-ce qu'une fois, et porter devant vous la main à sa couronne. Je vous assure, c'en eût été fini de vous, de même que c'en est fini de moi maintenant, en moins de 2. Qui sait d'ailleurs si l'homme maculé de suie, celui de Berdiansk, ne vous rend pas visite? Si tel est le cas, nous sommes à égalité, vous et moi, et ce n'est que justice. Je vous avais envoyé Kolia pour vous aider à le pendre, mais c'est bien vous qui l'avez pendu, par un arrêt verbal, sans aucun ordre écrit. Mais il n'est pas parti. Alors, je tentai de l'effrayer par un cri. Tout le monde se réveilla. L'infirmière accourut, on alla chercher Ivan Vassilievitch. Je ne voulais pas recommencer un nouveau jour, mais on ne me laissa pas me bousiller. On m'attacha avec un drap, on m'arracha des mains le morceau de verre. On me pansa. Depuis lors, je suis là, dans la chambre numéro 27. On me donna une drogue et je commençai à m'endormir, quand j'entendis l'infirmière, dans le couloir, qui disait « C'est sans espoir. » C'est vrai, je n'ai pas d'espoir. Dans l'angoisse brûlante des ténèbres, j'attends, mais en vain, que revienne le vieux rêve de la pièce familière, des yeux rayonnants d'une lumière paisible. Rien de tout cela n'existe, rien ne sera jamais plus. Le poids ne fond pas. Et dans la nuit, j'attends résigné que vienne le cavalier familier aux yeux aveugles et qu'il me dise d'une voix rauque « Je ne peux laisser mon escadron !» Oui, c'est sans espoir. Il me tourmentera jusqu'au bout.